prédictions des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! À l'émission cette semaine, on revient sur la série Quarterbacks disponible sur Netflix qui suit Kirk Cousins, Patrick Mahomes et Marcus Mariota lors de la dernière saison. Je vous parle également de la déclaration choc de l'entraîneur des Broncos de Denver, Sean Payton, sur Nathaniel Hackett. Et je vous dévoile ce que la première ronde de votre fantasy football pourrait ressembler pour bien vous préparer. Bonne émission! Tel que promis, je reviens sur la série Quarterbacks sur Netflix. On avait 3 corps arrière et je vais vous parler à tour de rôle qu'est-ce que j'ai aimé de chaque corps arrière et ce que j'ai un peu moins aimé ou ce que j'aurais aimé voir justement dans la série Quarterbacks sur Netflix. Et un peu plus tard, je vais vous parler justement de quel joueur qui pourrait participer à une saison 2 parce que oui, il va avoir une prochaine saison après le succès de Quarterbacks sur Netflix. Donc tout d'abord, on va partir avec Patrick Mahomes. C'est vraiment le corps arrière vedette de la Ligue nationale de football. Donc, c'était vraiment intéressant de voir pourquoi il connaît autant de succès. Patrick Mahomes a décidé de bien s'entourer, à faire venir des entraîneurs qu'il avait déjà travaillé par le passé au niveau du secondaire, au niveau du collège, pour justement s'assurer d'avoir les meilleures personnes en place, les personnes qu'il comprenne le plus pour justement le faire en sorte qu'il devienne le meilleur corps arrière sur la planète. Et je pense que pour l'instant, c'est très bien réussi. On avait Patrick Mahomes qui vraiment connaît du succès incroyable depuis son entrée dans la Ligue nationale de football. Et on voit pourquoi, parce qu'il est un travaillant. Il veut que tout soit parfait. Il est prêt à rester plusieurs heures sur le terrain, à faire des répétitions justement pour s'assurer que tous ses mouvements soient réalisés à la perfection. Ce que j'aurais mieux aimé, c'est voir un peu plus la relation avec Travis Kelce et Andy Reid, parce qu'on sait, Kelce et Reid sont 2 acteurs très importants dans le succès de Patrick Mahomes jusqu'à maintenant dans sa carrière de la Ligue nationale de football. Oui, c'était intéressant de voir justement la place de sa petite famille, de voir ses interactions avec sa conjointe, et on se rend compte que sa femme, justement, elle est très importante pour Patrick Mahomes. Elle a déjà été une athlète, donc elle comprend très bien Patrick Mahomes et ses ambitions. On a vu également sa relation avec son père, qui a déjà été un athlète également au plus haut niveau dans la ligue de baseball professionnelle, la MLB, et on comprend justement que son père est toujours là pour l'épauler et il occupe une place très importante aux yeux de Patrick Mahomes, mais j'aurais aimé mieux d'en apprendre davantage sur justement sa relation avec Travis Kelce et Andy Reid, à l'exception des épisodes 7 et 8 où on voit que Patrick Mahomes a un peu plus de place dans la série. On voit très peu Travis Kelce, à l'exception peut-être de 2 ou 3 répliques, c'est minime. Et pour Andy Reid, on voit un peu plus son interaction justement dans le dernier épisode. On sent que Patrick Mahomes réplique à un des journalistes en espérant que je garde Andy Reid le plus longtemps possible à côté de moi pour justement connaître un peu plus de succès. Je pense qu'il y a une relation privilégiée entre les 2 hommes. Et justement, j'aurais aimé mieux voir leur travail semaine après semaine pour avoir du succès. Ce que j'ai aimé d'Andy Reid, c'est sa petite apparition lors du 7e épisode, je crois, lorsque Patrick Mahomes se blesse en séries éliminatoires et veut retourner sur le terrain. Andy Reid, c'est l'homme qui tranche et c'était bien, après tout, les mauvaises critiques qu'on avait subies dans la Ligue nationale de football, justement, en empêchant de protéger le corps arrière Tua des Dolphins. Mais c'était bien de voir justement un entraîneur, Andy Reid, qui décide de trancher en faveur de l'équipe santé et qui dit à Patrick Mahomes, non, tu vas aller vérifier, tu vas aller passer un Radio X pour s'assurer que ta cheville est correcte, n'est pas cassée. Sinon, tu ne retournes pas sur le terrain. Il le force presque à aller passer un Radio X. Et c'est intéressant parce que justement, pour tout athlète, lorsqu'on a l'adrénaline, on veut retourner sur le terrain. Et Patrick Mahomes n'était pas en mesure de se mettre des propres barrières pour sa santé. Et j'ai aimé voir justement les entraîneurs décider de trancher en faveur de l'équipe santé et lui dire non, regarde, on va attendre un petit 30 secondes, va dans le vestiaire, va passer les radios X, on est équipé en espace de 1 minute ou 2, tu vas avoir ton résultat et tu vas pouvoir retourner si c'est négatif sur le terrain pour aider tes coéquipiers. Sinon,
il n'y a aucune chance que tu retournes sur le terrain. Donc ça, j'ai vraiment aimé la participation de Andy Reid, mais j'aurais mieux aimé en apprendre davantage sur justement sa mentalité à l'attaque. On sait que c'est un génie au niveau de l'attaque. Même chose pour Patrick Mahomes. Donc, j'aurais aimé voir les deux hommes travailler côte à côte tout au long de la saison et justement savoir pourquoi Patrick Mahomes, Andy Reid et les Chiefs de Kansas City connaissent autant de succès depuis les dernières saisons. Bon, le deuxième corps arrière, Kirk Cousins. C'est un corps arrière qui a vraiment gagné l'opinion publique, je pense, dans cette série, parce que c'est un corps arrière qui était plutôt gris. Hein. On voit très peu de highlights, de jeux vedettes là, de Kirk Cousins semaine après semaine. On voit très peu de déclarations controversées de Kirk Cousins. Il met tout le temps l'équipe en premier, laisse parler les receveurs ou les joueurs vedettes de son équipe avant lui. Donc, il était un peu méconnu là, du monde des partisans de la Ligue nationale de football, à l'exception peut-être des partisans des Vikings du Minnesota. Et c'était intéressant de voir que cet homme, qui est très terre-à-terre, un athlète qui adore sa famille, sa femme est très importante pour lui, c'est sa femme qui choisit justement ses vêtements là, à chaque jour, là, qu'est-ce qu'il va porter là, pour les parties, ne veut pas être le corps arrière qui est flashy, hein, qui veut passer, là, qui va faire la page couverture des médias, veut vraiment seulement connaître du succès et c'est un corps arrière qu'on peut se reconnaître. Hein? Monsieur, madame, tout le monde, on se reconnaît en Kirk Cousins. Pas nécessairement le talent d'un Patrick Mahomes, n'est pas nécessairement un génie ou un homme sensationnel, mais c'est un travaillant, un athlète qui veut connaître du succès, tente de tout faire justement pour connaître du succès sur le terrain. Et j'ai adoré Kirk Cousins. On comprend là on comprend le personnage lorsqu'il raconte justement que le mardi, il a décidé de dire à son organisation que pour lui, le mardi, il n'y avait pas de football. Il restait à la maison, allait faire une marche avec sa femme, allait reconduire ses enfants à la garderie, prenait le temps de répondre aux courriers des partisans. Ça, c'est un moment très touchant selon moi là, de la série. Et même prend du temps pour lui pour se changer les idées. Il va à la bibliothèque là, justement pour prendre du temps pour lui, pour se changer les idées justement, là, pour tenter de survivre à la longue saison de football. Et le dernier joueur, c'est Marcus Mariota. Hein. On sait que Marcus Mariota, là, pour les gens qui ont suivi la saison des Falcons l'année dernière, on se posait beaucoup de questions. Là. À la fin de la saison, a décidé de quitter l'organisation. C'était un peu cacophonique là, dans l'organisation des Falcons. Même 2-3 jours après la décision de Marcus de quitter l'équipe, on avait entendu l'entraîneur dire « Je ne sais pas, il est rendu où, Marcus Mariota? On n'a aucune idée qu'est-ce qu'il fait. » Donc, c'était vraiment là, très bizarre comme situation. Et là, on en connaît un peu plus justement sur la saga de son départ. Il a décidé de quitter l'organisation parce qu'il ne voulait pas être une distraction au niveau du jeune corps arrière, mais également voulait se soigner, avait plusieurs blessures, donc voulait aller voir des experts en santé à l'extérieur de l'organisation des Falcons d'Atlanta. Et en même temps, là, c'est sûr que son nouveau-né a penché dans la balance, voulait passer un peu plus de temps avec sa famille. Donc, on se rend compte que même s'il avait eu une belle deuxième chance avec les Falcons d'Atlanta, Marcus Mariota est arrivé à court, a manqué un peu 2-3 jeux là, seulement là, dans la saison, et on dirait que ces 2-3 jeux ont fait en sorte que les Falcons n'ont pas pu accéder aux séries d'après-saison, et pire encore, Marcus Mariota a perdu son poste de numéro 1 avec les Falcons. On savait que c'était une question de temps là, en repêchant un corps arrière assez haut, même si c'était un choix de troisième tour. On s'attendait justement à voir le jeune corps arrière dépasser Marcus Mariota, mais au début de la saison, Mariota avait bien fait, avait donné une chance à son équipe de remporter des parties, mais est arrivé à court à plusieurs reprises un peu plus tard dans la saison et a fait en sorte que les Falcons n'ont pas pu en profiter, pas pu profiter d'une mauvaise saison des Buccaneers pour faire les séries. Donc, j'ai adoré les trois personnages, les trois athlètes, les histoires des trois athlètes, mais j'aurais préféré avoir
un peu plus de relations avec les joueurs. On en connaît un peu plus avec leur famille. On voit que chaque athlète est bien entouré, a une équipe avec lui pour bien performer. Mais on sait, hein, pour Mahomes, je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, les acteurs comme Kelsey, Andy Reid sont très importants dans son succès. Même chose pour Kirk Cousins. On l'a vu très peu, là, à part 2-3 fois là, où il s'en va prendre des photos avec Adam Thielen et Justin Jefferson. C'est minime ces interactions avec d'autres receveurs. Et à la limite, j'aurais aimé voir Marcus Mariota justement là, bâtir une chimie avec le jeune receveur de passe Drake London. On sait que c'est l'avenir au niveau des receveurs de passe pour les Falcons d'Atlanta, ce numéro 5 des Falcons d'Atlanta. Donc, c'est un peu mes points négatifs. Je vous dirais aussi que j'ai trouvé peut-être 2 épisodes un peu plus longs, mais en général, j'ai adoré la série Quarterback sur Netflix et ça mérite une 2e saison. Parce que oui, il va y avoir une prochaine saison, mais qu'est-ce qui est surprenant, c'est qu'il y a déjà 8 corps arrière qui ont refusé. Et ça, je ne comprends pas parce que, on l'a mentionné un peu plus tôt, Kirk Cousins, Patrick Mahomes, Marcus Mariota ont tous bien paru dans la série. Je comprends pas pourquoi il y a des corps arrière qui ne voulaient pas participer, surtout que ces corps arrière sont presque des PME maintenant, hein, gagnent des millions de dollars, créent leur propre logo. Souvent, on le voit avec le TB12, avec Tom Brady. Même chose avec Mahomes, là, commence à créer de plus en plus là, sa propre marque. On l'a vu dans la série avec le Mahomes sur son terrain de football. Donc, vraiment, on voit que ces corps arrière commencent à se créer là, une propre business autour de leur nom et je ne comprends pas pourquoi on refuserait une participation, une publicité gratuite pour 8 corps arrière vedettes de la Ligue nationale de football. Joe Burrow qui a refusé, ça je suis un peu déçu parce qu'on voit Patrick Mahomes qui a bien dit là, qu'il commence à avoir une rivalité entre Cincinnati et Kansas City, donc j'aurais aimé voir l'autre côté de la médaille. Justin Fields, Sam Howell, Dak Prescott, Geno Smith, Tua des Dolphins ont refusé également. Lamar Jackson, ça me surprend également parce que Lamar Jackson a connu des négociations difficiles durant la saison morte avec les Ravens de Baltimore et justement, je pense que ça aurait pu redorer son image. Jackson, on le sait, avec les négociations difficiles, sa mère et c'est son agent, donc c'est toujours un peu plus compliqué hein, de mélanger business et famille. Et je pense que Jackson aurait gagné vraiment beaucoup là, l'opinion publique justement là, en participant à une saison 2. Et il y a Jalen Hurts. Jalen Hurts, je peux comprendre pourquoi il a refusé une saison 2. Il vient de connaître une défaite crève-cœur au Super Bowl. C'est pas toujours facile de se remettre d'une défaite au Super Bowl. Donc, veut mettre les chances de son côté, enlever un peu peut-être les distractions autour de lui avec la production ou les caméramans qui vont le suivre d'une prochaine saison quarterbacks. Donc, je peux comprendre pourquoi il a refusé. Et pour Dak Prescott, je peux comprendre justement là, parce qu'il avait participé il y a tout récemment là, à une saison Hard Knocks. Je pense que c'était en 2021 si ma mémoire est bonne. Donc, je peux comprendre qu'il a décidé de sauter son tour. Mais pour les autres, Lamar Jackson, Joe Burrow, je suis un peu déçu. Même Justin Fields aurait pu peut-être bien paraître. Hein. On sait, Justin Fields, ça va être une saison très importante pour lui. Peut-être qu'il a voulu enlever la distraction, mais aurait pu gagner l'opinion publique en participant à une saison 2. Donc, je me suis amusé. Qui pourrait être des candidats pour une saison 2? Qui seraient mes candidats favoris pour une saison 2, sachant qu'il y a déjà 8 corps arrière qui ont refusé? Mon premier, si je prends toujours la même méthode que les producteurs de Omaha, donc la maison de production des frères Manning, on avait un corps arrière vedette, un corps arrière moyen et un corps arrière qui avait une 2e chance. Donc, si je prends ces 3 critères pour évaluer mes choix, mon corps arrière vedette, si on n'a pas Patrick Mahomes, si on n'a pas Joe Burrow, bien automatiquement, on peut penser à Josh Allen. Je pense que ça aurait été très intéressant parce que justement, Allen est très impliqué là, au niveau communautaire et la fenêtre des Bills de Buffalo commence à se rétrécir. Donc, j'aimerais voir un Josh Allen un peu plus motivé et le suivre justement pour la prochaine saison avec une série quarterbacks. Pourquoi? Parce que justement, la fenêtre se rétrécit avec les Jets de New York qui ont bougé en allant chercher Aaron Rodgers et les Dolphins qui sont plus compétitifs que jamais là, justement là, avec Tyreek Hill, avec Jayden Waddle et Tua là, comme corps arrière, même avec une bonne défensive. Et il y a toujours les Patriots qui, pour une équipe de 4e place, là, est quand même une équipe qui est
assez difficile à battre avec coach Bill Belichick. Donc ça, c'est mon corps arrière numéro 1. Le deuxième corps arrière que j'aurais aimé voir, c'est Kyler Murray. Pourquoi? Parce qu'on connaît son succès sur le terrain, mais c'est intéressant de voir comment il se prépare. Dans les dernières années, son attitude, son travail hors terrain a été souvent critiqué. Bien justement, pourquoi pas redorer son image pour Kyler Murray et participer à une saison 2 de Quarterbacks sur Netflix? Ça aurait été ultra intéressant, même qu'à la blague, on dit souvent que Kyler Murray, lorsque le jeu vidéo Call of Duty commence à sortir, ben ses résultats sur le terrain commencent à descendre, à disparaître justement, et pourquoi pas en apprendre davantage justement sur Kyler Murray et son attitude hors terrain, son travail qu'il effectue. Pourquoi dans son contrat, il a une clause qui mentionne qu'il doit passer autant de temps, là, un minimum d'heures justement dans la salle de vidéo. Pourquoi c'est seulement à ce corps arrière-là qu'on a décidé d'ajouter une clause aussi bizarre? Donc, ça aurait été très intéressant ça serait très intéressant d'en connaître davantage justement sur ce corps arrière. Et il y a finalement, pour un corps arrière de la deuxième chance, je pense que ça serait Jimmy Garoppolo, le meilleur candidat possible. Pourquoi? Parce qu'il joue à Vegas. Vegas, toujours assez spectaculaire. Et l'autre chose, c'est parce que dans les dernières années, même avec son parcours avec les 49ers, on l'a vu, hein, il est extrêmement apprécié de ses coéquipiers. Et ce que j'avais moins aimé de la série, c'est justement le manque de relation avec ses coéquipiers. Je pense que si on couvre Jimmy G pendant une saison, c'est impossible de ne pas parler justement de ses relations avec les autres coéquipiers là, de son équipe. Parce que justement, il est toujours apprécié. On l'avait vu lors de la blessure de Trey Lance la saison dernière. Jimmy G est embarqué sur le terrain et automatiquement, tous les joueurs, je pense que les 52 autres joueurs de la formation sont allés le voir pour l'encourager, qu'il était tellement fier de voir Jimmy Garoppolo avoir une deuxième chance. Donc là, ce serait très intéressant de le voir avec Vegas, les retrouvailles avec son premier coordonnateur offensif lorsqu'il est entré dans la Ligue nationale de football avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc, j'aimerais voir une participation de Jimmy G à la saison numéro 2 de Quarterbacks. Bon, avant de parler de mes prédictions pour la première ronde, selon moi, de repêchage de fantasy football dans votre ligue, je vais parler de la saga entre Nathaniel Hackett et Sean Payton. C'était vraiment surprenant dans les dernières journées de voir Sean Payton faire une déclaration de la sorte en mentionnant tout ce que l'année passée les Broncos ont fait, on tente de faire le contraire. Je pense que pendant une fraction de seconde, Sean Payton avait oublié de changer son chapeau de commentateur sportif de la saison dernière à entraîneur-chef d'une équipe de la Ligue nationale de football. On ne veut surtout pas ajouter de l'huile sur le feu, même si ce n'est pas une équipe, un rival de division, c'est quand même une équipe avec laquelle on risque de se battre pour obtenir la dernière place wildcard de la saison de la conférence américaine. Donc, Sean Payton, c'était très surprenant. La seule raison pourquoi je verrais une déclaration de la sorte contre Nathaniel Hackett, ça serait pour défendre ses joueurs vedettes, tenter de les excuser, tenter de déplacer les projecteurs des performances de Russell Wilson qui ont été décevantes la saison dernière. On tente de mentionner à tout le monde « Ah, c'est normal qu'ils ont eu un peu plus de difficultés, c'était le livre de jeu, c'était les décisions de l'entraîneur, c'était pas de leur faute. » Avec moi, maintenant, ça va être différent. Et si je regarde le calendrier des Broncos de Denver, on commence la saison contre Vegas et contre Washington. Les deux matchs sont à domicile. Donc, on doit absolument partir la saison à 2 victoires, 0 défaites si on veut espérer accéder aux séries d'après-saison, selon moi. Et en faisant une déclaration de la sorte, on s'excuse peut-être une possible défaite si c'est plus difficile. On va peut-être avoir l'excuse facile de dire « Ah, c'est normal, c'est un nouveau livre de jeu. Hein? » On se rappelle, on a perdu une saison l'année passée à cause du travail de Nathaniel Hackett. Mais somme toute, c'était quand même une déclaration très surprenante d'un entraîneur aussi expérimenté de Sean Payton, surtout contre les Jets, une équipe qu'on va affronter assez tôt dans l'année. Là. Semaine numéro 5, c'est un affrontement entre les Broncos et les Jets de New York. Le point positif de cette déclaration, c'est les Jets de New York, comment ils ont réagi justement à cette déclaration de Sean Payton. Je suis un partisan des Patriots. Les Jets de New York, pour l'instant, m'impressionnent. Ils font tout
correctement durant la saison morte. Aaron Rodgers décide de couper son salaire de 35 millions de dollars pour aider l'organisation. Les receveurs de passes, les entraîneurs semblent être plus soudés que jamais. Et c'est beau à voir pour une organisation qui a eu pas mal moins de succès dans les dernières années. Donc, c'est très impressionnant de voir que les Jets de New York sont soudés en début de saison, durant la saison morte. D'ailleurs, Aaron Rodgers est venu défendre son ancien coordonnateur avec les Packers, maintenant nouveau coordonnateur avec les Jets de New York. Il est venu le défendre en mentionnant qu'il ne comprend pas la déclaration de Sean Payton, que Sean Payton devrait se concentrer plutôt sur son équipe au lieu de critiquer les autres. Il a même fait une blague en citant la déclaration choc aux Oscars de Will Smith en disant il devrait éviter de mentionner le nom de mon coordonnateur dans ses prochaines interactions. Là. C'est une petite traduction libre pour éviter les sacres, bien sûr, vous l'avez compris. Et même la déclaration de Robert Saleh, l'entraîneur-chef des Jets, qui vient défendre Nathaniel Hackett. Je pense que pour l'instant, à ma grande surprise, les Jets font tout correctement depuis le début de la saison morte et depuis le début du camp d'entraînement. Donc, ça va être à surveiller, surtout que les Jets vont avoir un calendrier très difficile, mais selon quelques experts, pourraient venir brouiller les cartes et peut-être aller chercher même une première position là, dans la division extrêmement compétitive de l'Est de l'Américaine. Bon, parlons maintenant fantasy football, parce qu'après tout, le balado s'appelle Fanball, c'est pas pour rien. On va parler de fantasy football et je vais vous donner, selon moi, ce que la première ronde devrait ressembler, selon votre format de fantasy football, si vous jouez par points par réception. Je pense que le numéro 1, si on commence par points par réception en mode PPR, la première ronde à 12 équipes, ça devrait ressembler à Justin Jefferson, numéro 1, Christian McCaffrey, numéro 2. J'aurais mis Ja'Marr Chase en numéro 3, mais avec la blessure de Joe Burrow, je sais que c'est une blessure à la cheville, au mollet, on nous a mentionné là, dans les médias, et ça ne devrait pas être très sévère, mais on a quand même mentionné qu'il serait absent pendant quelques semaines. C'est un peu ce qui me trouble de mettre Ja'Marr Chase aussi haut. Je pense que si votre repêchage est dans les prochaines journées, je m'abstiendrai de repêcher Ja'Marr Chase à la position numéro 3. J'opterais peut-être plus pour un Cooper Kupp ou un Tyreek Hill. Position 3 et 4, je pense que Kupp va connaître une très bonne saison avec Matthew Stafford. Tyreek Hill, on le sait, si Tua est en pleine forme, il va être la cible de prédilection des Dolphins de Miami. Position numéro 5, Travis Kelce. Pourquoi? Parce qu'il est un allié rapproché exceptionnel. C'est vraiment le seul qui peut connaître des saisons là, aussi dominantes à sa position. Et là, à la position numéro 6, si Ja'Marr Chase décide de glisser, ben là, c'est sûr que je vais choisir Ja'Marr Chase, surtout si je joue en mode PPR, donc points par réception. Par la suite, position 7, Austin Eckler. Position numéro 8, j'ai Saquon Barkley. Position numéro 9, CeeDee Lamb. Position numéro 10, Stephon Diggs. Numéro 11, Bijan Robinson. Et numéro 12, Tony Pollard. Donc, c'est ce qui ressemble à ma première ronde. Je pense que si on a un des deux premiers choix, ben, le choix est assez facile, Justin Jefferson ou Christian McCaffrey. Par la suite, on peut y aller là, soit d'un autre receveur là, qui risque d'avoir beaucoup de travail, un Cooper Kupp, Tyreek Hill, sa charge de travail semaine après semaine va faire en sorte qu'il va faire beaucoup de points. Et par la suite, j'opterais peut-être pour des porteurs de ballon qui sont capables d'attraper des ballons. En mode PPR, c'est vraiment le point le plus important. Il faut qu'ils soient capables d'attraper des ballons, des joueurs polyvalents comme Saquon Barkley. Surtout que là, Saquon Barkley va officiellement participer à la saison, à tous les matchs de la saison s'il n'est pas blessé. D'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle pour les amateurs de fantasy football. Si on opte
plutôt pour un format de standard, un format qui est utilisé là, de moins en moins souvent là, dans les fantasy football, mais qui existe encore. Mon premier choix est le même, Justin Jefferson. Après, j'ai Christian McCaffrey à la position numéro 2. À la position numéro 3, j'ai Austin Eckler. Je pense qu'il va chercher beaucoup de toucher au sol. Position numéro 4, j'ai Nick Chubb. 5, Travis Kelce, encore une fois pour les mêmes raisons. Travis Kelce, il est tout seul dans sa catégorie. Donc, si on va le chercher, automatiquement, il peut nous faire gagner au moins 2 semaines là, facile à lui tout seul parce qu'il va remporter haut la main sa confrontation contre l'autre allié rapproché. Position numéro 6, là j'ai Cooper Kupp, Tyreek Hill et Ja'Marr Chase. Je pense que 6, 7, 8, là, ça peut être pas mal dans n'importe quel ordre. Ça va être 3 receveurs qui vont connaître beaucoup de succès. Position numéro 9, j'ai Derrick Henry. Derrick Henry qui est pas un joueur qui va sortir en première ronde au niveau d'un format PPR, mais en mode standard, surtout avec un DeAndre Hopkins, je pense qu'il va connaître même une meilleure saison avec ses jambes au sol, va peut-être avoir même plus de toucher au sol pour Derrick Henry, donc ça va être intéressant de le repêcher là, selon moi à la position numéro 9. Numéro 10, j'ai Bijan Robinson, le porteur de ballon recrue des Falcons d'Atlanta. Numéro 11, Tony Pollard et numéro 12 maintenant, j'ai Saquon Barkley. Donc, j'ai mis une petite astérix là, sur certains joueurs dont Saquon Barkley, je pense que ça peut varier. Là, ça sera intéressant de voir les matchs pré-saison parce qu'on sent que Darren Waller, leur nouveau receveur, leur nouveau allié rapproché, est la cible de prédilection de Daniel Jones. Donc, si Waller connaît beaucoup de succès, peut-être ça va enlever quelques passes dans le champ arrière à Saquon Barkley. Et Nick Chubb, ça va être intéressant de voir dans les matchs de pré-saison s'il est capable d'attraper le ballon, hein, parce qu'on sait qu'il utilisait beaucoup Chubb, les Browns utilisaient beaucoup Chubb pour des jeux au sol et à chaque fois qu'on avait des passes, c'était plutôt Kareem Hunt qui avait un rôle un peu plus important. Là, ça va être intéressant de voir Nick Chubb s'il va réussir à aller chercher justement cette pointe de tarte qui s'est libérée avec le départ de Kareem Hunt. Voilà ce qui conclut le 2e épisode de la série Fanball, le balado là, justement pour discuter de fantasy football. La semaine prochaine, je tente mes premières prédictions. Quelles équipes qui pourraient venir justement là, accéder aux séries d'après-saison. Donc, ne manquez pas le prochain épisode qui risque de sortir en début de semaine prochaine. Merci et bon football parce qu'on a un premier match cette saison, un match hors concours ce jeudi entre les Jets de New York et les Browns de Cleveland.